Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après un week-end sous le signe de la mobilisation, un autre combat, celui des travailleurs frontaliers. Chômage, retraite, taux d'invalidité, les revendications sont nombreuses. Notre invité aujourd'hui, Arsène Schmitt. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes le président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Et alors, hier, il y avait votre assemblée générale. Donc, on va en parler plus en détail dans cette émission. Salut Sandrine, salut Julia. Salut. Salut. Alors avec vous, on va largement revenir sur l'opération Gilets jaunes qu'il y a eu ce week-end. Ouais. Alors toi, bien sûr Sandrine, tu as sondé l'avis de nos internautes sur cette mobilisation. Et puis toi Julia, tu vas nous résumer voilà, ce qui s'est passé sur le secteur, tous les rassemblements qu'il y a eu. Avec les images. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes n'ont pas dit leur dernier mot, ils continuent leur opération encore aujourd'hui. Marie-Morgane, salut. Salut Rani. Alors tu te trouves au rond-point de Ambar. Est-ce que la mobilisation est toujours aussi forte ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Gilets jaunes qui se sont mobilisés samedi à Rohrbach et à Sarreguemines, par exemple, se sont tous rejoints ce matin au rond-point de Ambar. Alors, ils sont à peu près une centaine à être regroupés ici depuis ce matin et ils bloquent, ils font des barrages filtrants au niveau différentes entrées du rond-point. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a énormément de bouchons. On a croisé des automobilistes qui ont dû patienter pendant 1 heure avant de pouvoir enfin traverser. Donc, ça bouchonne encore plus que samedi parce que forcément on est lundi, les gens vont beaucoup plus au travail, doivent se déplacer. Il y a les gendarmes qui sont sur place pour gérer la situation et on a tout à l'heure posé quelques questions aux Gilets jaunes mais aussi aux automobilistes pour savoir ce qu'ils pensaient de cette mobilisation. Merci Marie-Morgane et merci à Thomas Drouin pour le cadrage. On poursuit avec l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Forte mobilisation des Gilets jaunes samedi en Moselle-Est. Ils ont notamment bloqué les ronds-points à Sarreguemines, Ambar et Sarralbe. Opération escargot dans le Pays de Bitche et circulation au compte-gouttes dans Rohrbach. Les manifestants se sont invités à l'inauguration du nouveau hall de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. En zone commerciale de Neunkirch, blocus et menaces ont entraîné la fermeture de Cora à 17h. Fin de l'aventure en Coupe de France pour le SFC qui est passé à 2 doigts de l'exploit face au FC Metz. Un partout à l'issue du temps réglementaire puis des prolongations. Il aura fallu des tirs au but pour départager Sarreguemines du leader de Ligue 2. Le FC Metz remporte la rencontre 4-1 au tir au but dans un stade bondé. Salle comble à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour l'assemblée générale du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Principaux points d'achoppement, la réforme des allocations chômage, la non-reconnaissance des taux d'invalidité entre la France et l'Allemagne et la CSG et la RDS prélevées sur les pensions de retraite allemandes. Un nouveau hall d'accueil en guise de cadeau d'anniversaire. Inauguration officielle et festivités étaient au programme ce week-end pour la médiathèque communautaire de Sarreguemines. L'ancien escalier monumental laisse la place à un espace d'accueil de 270 mètres carrés, plus adapté au public, et un sas pour garder la chaleur. Montant des travaux, un peu plus de 300 000 €, dont 70% de subventions. 6 292 €, c'est ce que la Bitchoise a reversé à la Ligue contre le cancer. La 5e édition de la course à pied qui se déroule en octobre à Bitche avait attiré plus de 1000 participants. Des bénéfices en croissance et entièrement destinés à la recherche, la prévention et l'aide aux malades atteints du cancer. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Température froide ce matin après un week-end ensoleillé. Allez, on regarde les prévisions de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et pour demain, le ciel sera couvert toute la journée, mais quelques éclaircies sont toutefois possibles le matin. Côté température, les maximales seront comprises entre 2 et 5 degrés, alors pensez à bien vous couvrir. Demain, nous serons le mardi 20 novembre et nous fêtons les Edmonds. Le soleil nous accompagnera de 7h49 à 16h44. Et l'image du jour est une photo très rigolote envoyée par Antoine Pixin. Merci à lui de nous avoir partagé cette photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook.
Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On retourne au rond-point de Ambar. Marie-Morgane Lorenz et Thomas Drouin ont interrogé les manifestants sur les raisons qui les poussent à continuer leur mobilisation. Regardez. Alors, vous vous mobilisez à nouveau en ce lundi. Pourquoi vous avez décidé de reconduire cette mobilisation? Moi, je suis retraité. On a commencé par me piquer la CSG. Ensuite, on m'annonce que 0,3% pour les prochaines années jusqu'à ce que Macron dégage. Hein. Et avec l'augmentation des taxes, du gaz, de l'électricité et tout, eh ben, y en a marre. Pour soutenir tout le monde, et puis malgré qu'on a des enfants, des obligations, ben, dès qu'on peut venir, ben, on soutient tout le monde. Et puis voilà, il faut que ça continue, il faut qu'on lâche pas, et puis voilà. Il faut poursuivre et il faut rien lâcher en fait. Il faut vraiment rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement lâche. Je suis pour toute la France, pour tous les Français. Il faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on abandonne. Pourquoi? Parce qu'on en a assez, on en est toujours au même point. Le Macron, il veut rien dire à la télé, donc il parle pas, donc on a assez dit, il faut continuer, jusqu'à ce que ça bouge, il faut faire bouger les lignes. Vous avez entendu le discours d'Édouard Philippe hier soir? Je l'ai vu sur les réseaux sociaux ce matin, oui, comme quoi il continuerait, donc nous aussi on continue, voilà, jusqu'à ce que ça bouge. Nous on n'a pas fini, hein, donc voilà, oui, rendez-vous au prochain, à la prochaine classe. Nous avons entendu ce qu'il a dit et nous on ne lâchera pas justement, on garde notre cap, on ne changera rien jusqu'à ce que les choses bougent enfin. Et comment on s'organise alors? Parce qu'il y en a plein, il y a plein de personnes qui ont des métiers, des obligations. Comment on va s'organiser pour se mobiliser? Avec voilà, on essaie de trouver des gens pour garder les enfants, pour aller chercher. Moi c'est mon mari qui va chercher le petit à l'école et des choses comme ça. On s'organise comme on peut. Vous allez rester mobilisés comme ça jusqu'au quand? Jusqu'à ce qu'on peut, jusqu'à ce qu'on nous vire avec des chars. C'était également l'occasion de poser quelques questions aux automobilistes. Sont-ils favorables au mouvement ou contre? On écoute leur réaction. Alors aujourd'hui, les Gilets jaunes se remobilisent. Qu'est-ce que vous en pensez? Vu la position d'entêtement du gouvernement, ne soyons pas étonnés. Et je pense que le mouvement va s'amplifier au fur et à mesure. S'il faut se comporter comme un gouvernement entêté, pour pas ne prononcer le mot qui risquerait de déranger, il ne faut pas qu'on s'étonne que la France soit bloquée. Et je ne pense que ce n'est qu'un début et on risque d'avoir une semaine fort bien perturbée. Moi je les encourage, c'est tout à fait normal. Tout le monde est en colère, on n'a plus rien. Je suis complètement avec eux, hein, ça de toute façon, mais bon, moi j'étais chez un docteur ce matin. Cet après-midi, je dois amener une amie de nouveau chez un docteur et je suis de Saralbe. Je pense encore rentrer avant midi. C'est magnifique. On ne peut pas demander mieux. Hein. De toute façon, il faut que ça se fasse. Vu qu'il ne veut pas céder M. Macron, faut faire en allant. Si aujourd'hui il y a des blocages un peu partout dans le pays, c'est tout à fait normal et je suis tout à fait solidaire avec les gens qui opèrent aujourd'hui. Et ça vous dérange pas d'être de nouveau dans les embouteillages aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis avec eux. Ça m'embête quand même, hein, parce que j'ai des rendez-vous. Je suis seule et puis c'est ça. C'est dommage, hein, mais je les comprends très bien. Je suis entièrement d'accord avec eux. Mon chien, là, je dois aller bosser. Là, on m'a appelé en urgence et je suis cuisinier. À 10h45, il faut que je prenne mon poste. En tant que chauffeur, vous les soutenez? Ah oui, je soutiens. Après, on ne peut pas se permettre de faire grève non plus, nous, mais bon, voilà, on soutient quand même. Et est-ce que tous ces blocages, cette mobilisation, ça n'a pas un impact finalement sur votre travail? Ah bah si, il va y avoir un gros impact, mais bon, on ne peut pas faire autrement non plus. Hein. Alors Julia, les Gilets jaunes étaient surtout mobilisés ce samedi. La circulation était particulièrement compliquée, pourtant Mosaïque Cristal était quand même sur tous les fronts. Comment est-ce qu'on s'est organisé? Alors oui, l'idée, c'est déjà au départ, c'était dur de se faire une idée de à quel point ça allait être bloqué ou pas, puisque ça circulait sur les réseaux sociaux et puis sur Facebook par exemple, cliquez j'aime, je participe, c'est tellement facile, on n'avait aucune idée à quel point ça allait être vraiment bloqué. Du coup, on s'est dit on déploie quand même les gros moyens, ça veut dire gros effectif humain, on avait 5 personnes qui étaient mobilisées, et puis grands moyens techniques, puisqu'on a utilisé y compris le drone de Mosaïque Cristal. En l'occurrence, c'était pour filmer du côté de Rohrbach-les-Beach et Petit Réderchin, avec barrage filtrant et avec tout ce qui était mis en place par les Gilets jaunes dans ce secteur-là. On avait aussi David qui filmait avec un smartphone à Beach, parce que là c'était pareil, à 8h du matin, rassemblement à Villaverde.
il nous fallait plusieurs personnes pour être sur les différents endroits. Marie-Morgane, qui est à Ambar, là en duplex, mais qui y était aussi samedi avec un smartphone. L'idée étant vraiment d'alimenter au fur et à mesure sur Facebook tout ce qui se passait pour prévenir les internautes et nos téléspectateurs en temps réel. On avait Marie aussi qui filmait les événements du week-end et notamment le 11e anniversaire de la médiathèque, qui du coup a pu filmer les gilets jaunes qui se sont introduits à la médiathèque et puis ensuite ce qui s'est passé en zone commerciale de Neunkirch. Et puis moi je voulais être sûre de pouvoir circuler un petit peu partout parce que l'idée était de commencer déjà au grand rassemblement de Großbiedersdorf où se rejoignaient deux groupes qui ensuite partaient en opération escargot, un groupe vers Saint-Avold, un groupe vers Sarreguemines, et qui ensuite allaient bloquer les différents ronds-points de Sarreguemines. Et donc dans ces cas-là, la seule solution pour être sûr de circuler, c'était la moto. Donc moi j'étais avec smartphone et moto pour pouvoir aller dans les différents endroits et jusqu'à Sarralbe. Un très gros dispositif en effet. Alors c'était quoi l'ambiance aux différents points de rassemblage ? Alors, moi, ce que j'ai pu constater, c'était quand même assez bon enfant. Alors, tout particulièrement à 3 endroits où j'ai pu aller, qui étaient Sarralbe, ou bien dans Sarreguemines, au quartier de Neunkirch et de Velferdin. Dans les 3 endroits, c'était c'était avec le sourire. Ils n'étaient pas super nombreux, mais bon, l'action fonctionnait. Et puis, eux, ce qu'ils demandaient essentiellement, c'était que les automobilistes qui voulaient passer mettent absolument sur le tableau de bord un gilet jaune en signe de soutien, et il laissait passer quand même relativement régulièrement et pas mal de véhicules. Donc ça bouchonnait un peu moins dans ces secteurs-là, d'autant que énormément de gens avaient anticipé l'action, avaient différé leur déplacement. On l'a constaté, il y avait quand même beaucoup moins de circulation que ce qu'il y a d'habitude un samedi. Alors en revanche, il y a des points quand même où l'ambiance était un peu différente. Moi, l'ambiance qui m'a marqué, c'était la Roterspitz, donc le rond-point au niveau sur les hauteurs de Sarreguemines. Qui dit hauteur dit du vent, du froid. Vraiment, c'était particulier pour les gens qui ont tenu le rond-point toute la journée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, j'ai eu très très froid samedi en filmant tout ça. Et puis en plus, à la Roterspitz, ils avaient les odeurs de fumier qui avaient été déversées la veille par les agriculteurs qui s'étaient mobilisés eux. Dans l'ensemble, ceci dit, les gens ont pris leur mal en patience. Il y avait de temps en temps des petits coups de grogne, des gens qui ont essayé de resquiller. Moi, j'en ai vu plusieurs à moto, mais aussi en voiture, prendre des ronds-points en sens inverse pour éviter les gilets jaunes et forcer le passage. Il y a eu quand même quelques incidents. Il y en a eu notamment un à Ambar où un automobiliste a touché deux gilets jaunes et a en plus pris la fuite dans la foulée. Bon, il a été retrouvé. D'accord. Et alors les endroits où ça bloquait le plus, c'était vers où ? Alors les ronds-points de Ambar, au niveau de la sortie de l'autoroute, il y avait beaucoup de monde. C'était un axe où les gens avaient beau avoir essayé au maximum de différer leur déplacement, il y avait quand même de la circulation et du coup des bouchons. Et vraiment, il filtrait énormément. Il laissait vraiment pas passer beaucoup de voitures, donc ça mettait pas mal de temps pour passer. Point de blocage aussi à la Roterspitz, tous les axes. Alors que ça soit vers Sarreguemines, vers la voie rapide de Forbach, que ça soit vers Woestviller, que ça soit vers les villages Ambar-Roth où ils avaient même d'ailleurs fermé le Super U en cours de journée, ça bloquait beaucoup. Là où ça bloquait aussi pas mal, peut-être un petit peu moins, mais beaucoup quand même, c'est au niveau de l'avenue de la Blise à Sarreguemines, le carrefour Schumann, donc la frontière avec l'Allemagne. Là, ça bloquait particulièrement parce que la majorité des Allemands étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. Donc les Allemands essayaient de venir en France, comme tous les samedis, pour faire des courses. Bah ouais, ça a dû les bloquer aussi pas mal. Alors, ça donne pas forcément une super image de la France aux Allemands, surtout qu'on leur a pas vraiment expliqué ce qui se passait. On leur demandait de mettre un gilet jaune, ils en avaient pas forcément dans la voiture. Mais bon. Ok. Et alors dans le secteur, les gilets jaunes peuvent se targuer de 2 coups d'éclat. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors ils s'en sont beaucoup vantés, évidemment. L'idée au départ, c'est qu'ils avaient tous rendez-vous à 8h, alors soit directement sur des points de blocage, soit à Großblid où ils partaient en opération escargot pour atteindre les différents carrefours qu'ils voulaient bloquer. Mais le mot d'ordre après, c'était de se rejoindre à 15h en sous-préfecture, ou enfin en tout cas devant la sous-préfecture. Ils voulaient absolument être reçus par le sous-préfet. Alors ça a pris un peu de retard partout, toujours
toujours est-il que quand ils ont convergé vers la sous-préfecture, le sous-préfet n'était pas là, mais ils ont entendu qu'il était à l'inauguration du nouveau hall d'accueil de la médiathèque dans le cadre de son 11e anniversaire. Et donc, ils ont été un certain nombre de gilets jaunes à envahir la médiathèque, à s'inviter à cet anniversaire. Ça a été bon enfant dans le sens où il n'y a a priori pas eu de casse, pas eu de dégâts, mais ils ont vraiment exigé de rencontrer le sous-préfet et donc évidemment les autorités, les élus, le sous-préfet, le but c'était de calmer le jeu, mais en même temps ils n'avaient absolument pas de dispositif prévu pour les mettre dehors. Moi de toute façon, mais de toute la journée, j'ai vu très peu de forces de l'ordre. Il y en a eu ponctuellement à certains points de blocage, il y en a eu en fixe à Ambar, mais de manière générale, moi, j'en ai pas croisé, quasiment pas de toute la journée. Donc effectivement, ça c'était en plus pas du tout prévu qu'il y ait des gilets jaunes qui débarquent à la médiathèque, donc voilà. Et puis quand ils sont sortis de là, ils ont été un certain nombre à aller en zone commerciale de Neunkirch, et là ils ont décidé de bloquer les entrées de l'hypermarché Cora. Et au bout d'un moment, sachant que de toute façon c'était bloqué, ayant peur de débordement, au niveau de la direction de Cora, ils ont décidé purement et simplement de fermer. Donc un samedi, qui est un jour de grande consommation d'habitude, ils ont évacué les clients à 17h et dans la foulée complètement fermé l'enseigne. Très bien, merci beaucoup Julia pour ce récapitulatif de ces rassemblements-là. Il y a eu un autre coup d'éclat d'ailleurs, celui des agriculteurs, on en a parlé. Ils se sont mobilisés vendredi. Le matin, ils étaient au rond-point de Vousvillers, l'après-midi à la sous-préfecture. Quelles étaient les raisons de leur mobilisation et quel est le résultat de leur rencontre avec le sous-préfet? Plus d'explications dans ce reportage. Du fumier sur le pont des Alliés à Sarreguemines, les agriculteurs ne sont pas loin. En effet, une trentaine d'agriculteurs de la FDSEA et du syndicat des jeunes agriculteurs s'est rendue jusqu'à la sous-préfecture. Une mobilisation pour exprimer un ras-le-bol général concernant leur situation plus que précaire. 4 points devaient être soulevés lors de leur rencontre avec le sous-préfet. Le premier, l'effet ciseau entre les coûts alimentaires et ceux des produits. Le deuxième, l'engagement du gouvernement pour l'acompte PAC, soit 70% de trésorerie versée d'avance. Au jour d'aujourd'hui, il y a 10% des éleveurs mosellans, des fermes de Moselle qui n'ont pas touché cette aide. On ne peut pas l'accepter, donc on est là aussi pour tout le monde, mais ces 10% devront être rattrapés. Autre point, les dégâts liés aux sangliers sur leurs exploitations et leur mécontentement suite aux états généraux de l'alimentation. Ces agriculteurs ont donc voulu marquer le coup et espèrent que les choses changent. Je pense que c'est un engagement au niveau de l'État. C'est quand même l'État qui a des services de la DDT qui bloquent au jour d'aujourd'hui par le millefeuille administratif les versements. Si eux ne peuvent pas, personne ne pourra. Après 1 heure d'entretien, il semble que les réactions soient plutôt positives. Nous avions un sous-préfet qui représente l'État, qui nous a écoutés, qui a constaté et qui va essayer de nous soutenir pour agir. C'est ces mots-là que nous avons retenus de cet entretien. Et je trouve que c'était un débat constructif. Les agriculteurs pourront même rencontrer la députée Nicole Triss dès ce lundi. Autre bonne nouvelle, l'Assemblée nationale a adopté l'atténuation fiscale pour les jeunes agriculteurs, un abattement prévu sur 5 ans. Comme chaque lundi, on revient sur les grands rendez-vous du week-end, inauguration, cérémonie, débat. Et on démarre ce tour de l'actualité avec une assemblée générale réunissant de nombreux travailleurs frontaliers. Les frontaliers disent non à la réforme des allocations chômage, à la CSG, CRDS sur les retraites allemandes, à la non-reconnaissance des taux d'invalidité entre la France et l'Allemagne. Les motifs de protestation sont nombreux et le président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, Arsène Schmitt, toujours aussi incisif. À l'image des slogans qui s'affichent sur les murs de l'hôtel de ville de Sarreguemines. La salle est archi-comble et tous craignent une chose, la destruction minutieuse et méthodique des conquêtes sociales acquises souvent difficilement au cours du XXe siècle. Un nouveau bus de Niederbronn à Sarreguemines. C'est la volonté d'un collectif réuni vendredi soir à Philipsbourg. Pour le conseiller municipal de Lemberg, Paul Schaeffer, l'idée serait d'ouvrir une ligne de bus propre, rapide, épargnée des embouteillages et qui relierait Sarreguemines, Beach et Niederbronn. Comment? En aménageant la route du chemin de fer aujourd'hui abandonnée. Pour les soutiens du projet, il faudra convaincre élus, intercommunalités et SNCF.
Bienvenue à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. La première impression compte, l'espace a été réaménagé en fonction. Exit l'escalier monumental. La culture, c'est d'abord le plaisir d'accueillir, le plaisir de partager. Et il faut inviter à monter, que ce ne soit pas un chemin de croix. Les 270 mètres carrés de hall sont plus lumineux et mieux protégés du froid. Parce que l'ouverture des portes sans un sas faisait qu'il y avait beaucoup de chocs thermiques et puis de baisse de température ou de courant d'air, pour parler tout simplement. 2 sas ont été construits. Désormais, l'isolation thermique est bonne. Le public pourra s'installer dans le hall pour bouquiner ou surfer sur Internet grâce à la connexion Wi-Fi. Un tel réaménagement, après seulement 11 années de fonctionnement, peut surprendre. Tout cela a fait des vagues. Nous avons une nouvelle manière de voir les choses. Sur ce type d'équipement, on s'est posé la question avec le ministère. Il n'est pas rare de revoir un petit peu, au bout d'une décennie, les conditions. Et je soulignerai que le coût pour le contribuable de la communauté est moindre puisqu'on est financé à 70% par des subventions venant de l'État, qui sont par rebond évidemment des subventions payées aussi par le contribuable citoyen au niveau national. Reste à l'expliquer aux Gilets jaunes qui font irruption quelques minutes plus tard. La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale se poursuit. Dimanche, c'était à Blisbruck. Pour honorer ses défunts, la commune a choisi de rénover le monument aux morts. Au lieu de former un bloc, ce dernier est composé de plusieurs stèles en granit posées à même le sol et regroupées autour de la pièce centrale en forme de glaive. Une stèle est dédiée aux victimes de 14-18 et une autre aux victimes militaires de 39-45. Cette dernière est accompagnée de 2 stèles plus petites regroupant les victimes civiles, les morts en déportation et les enfants. Beaucoup étaient présents pour participer à cette commémoration et inauguration, dont le maire et les élus locaux, le sous-préfet de Sarreguemines, les pompiers, les anciens combattants, sans oublier les enfants de l'école élémentaire. La cérémonie était animée par la musique municipale de Sarreguemines et s'est achevée par le traditionnel dépôt de gerbes. Un moment fort pour la municipalité de Blisbruck qui a investi 29 000 € dans la réalisation de ce nouveau mémorial. La médaille d'honneur régionale, départementale et communale récompense le professionnalisme et le dévouement d'un élu local ou d'un agent de la fonction publique au service de sa collectivité. Samedi, Christian Lafourcade, maire de Hautevillers, s'est vu récompensé du premier échelon de la médaille d'honneur, une médaille en argent qui correspond à 20 ans de services accomplis. D'abord engagé dans le conseil municipal puis élu successivement maire en 2001, 2008 et 2014, Christian Lafourcade occupe également le poste de vice-président de la communauté de communes du Pays de Bitche en charge de l'assainissement et de la protection de l'environnement. La cérémonie de remise de la médaille, initiée par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Christophe Salin, s'est tenue en présence de nombreux invités officiels parmi les élus locaux et départementaux, les pompiers ou encore les familles. Tous étaient présents pour remercier celui qui est à la tête de la commune de Hautevillers depuis 17 ans et qui le sera encore jusqu'en 2020, voire plus. Lutter contre les violences sexuelles avec un film Les Chatouilles. À Sarreguemines, l'occasion de se mobiliser. L'association Stop aux violences sexuelles, Lorraine, organise ce dimanche soir au Cinéma Forum une projection débat en présence de juristes, de thérapeutes et de spécialistes. D'abord mettre des mots sur des actes, exhibitions, attouchements, viols, pédophilie. Ensuite, informer sur les procédures judiciaires et les prises en charge des victimes. En cas de violence sexuelle, pas de main courante, obligatoirement une plainte. La salle de cinéma est bondée, le film vient de sortir et des livres consacrés à ce sujet ont été commandés par la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Au programme de ce week-end également de la culture et du sport, comme la finale lorraine du championnat Grand Est de boxe anglaise qui s'est déroulée à Sarreguemines. Regardez. Boxe anglaise à Sarreguemines. Les combats se déroulent au gymnase Henri Nominé. La compétition compte pour ces boxeurs de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Ils visent la qualification pour le championnat Grand Est. Mohamed et Massimo représentent le club de Sarreguemines, mais ils ne participent pas encore au championnat. En plus des 3 combats de gala, 10 officiels ont eu lieu.
Côté garçon, victoire de Manuel Moreno du Boxing Club de Creutzwald. Des voix pour l'UNICEF. Depuis 3 ans, l'antenne sarregueminoise organise ce type d'événement pour récolter des fonds, cette fois avec la chorale Sul Parsol. Le concert est donné en l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. Pas d'entrée, mais un plateau à l'entracte qui permet à chacun de donner en fonction de ses moyens. L'occasion aussi pour l'UNICEF de se faire connaître. L'antenne existe depuis 10 ans à Sarreguemines. Elle fonctionne avec seulement une vingtaine de bénévoles, mais l'équipe aimerait s'agrandir, avis aux intéressés. Saint-Martin à l'honneur à Sarasmin grâce à l'association des parents d'élèves. Pour collecter des fonds et financer de futurs projets, des lampions sont proposés à la vente ainsi que du vin chaud traditionnel. La promenade à travers le village à la lumière des lanternes est conviviale. Tous les enfants sont conviés à participer avec leurs parents. L'association se charge de relater l'histoire de Saint-Martin et d'encadrer la manifestation. Concert hors norme. Fred, le siffleur, était vendredi sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines, accompagné de son quatuor à cordes. L'occasion pour le public de découvrir l'art de siffler les plus grands airs de musique. Des bandes originales de films et des morceaux de musique classique de différentes époques. Certains morceaux ont été adaptés pour le siffleur. D'autres sont des airs spécialement composés pour un siffleur. Tout a commencé en 1791 avec Mozart dans la célèbre flûte enchantée. L'air de Papageno est le premier de l'histoire à avoir été composé spécifiquement pour un siffleur. Ce concert atypique, proposé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, était aussi l'occasion pour les spectateurs de reconnaître des airs très connus dès les premières notes. Calane et IME, ensemble réunis à Sarreguemines pour un projet solidaire. L'association Calane organise chaque année une fête pour récolter des fonds. En 2012, ils ont réussi à construire une école au Burkina Faso. 217 élèves la fréquentent. Ils sont encadrés par 6 enseignants et une directrice. Des salaires à payer, des fournitures et tenues scolaires à acheter. Voilà à quoi servira l'argent récolté ce soir avec cette soirée festive. Les enfants accueillis à l'Institut médico-éducatif le Himmelsberg sont partenaires de l'événement. Ce soir, ils jouent une pièce de théâtre courte et drôle. Ils s'engagent pour d'autres enfants. La symbolique est forte. Hugo, super-héros. Ce petit garçon de 4 ans s'est déjà battu contre un cancer du rein avec récidive. Ses grands-parents, basés à Louperchouse, ont créé une association qui vient en aide, non pas à Hugo, mais aux enfants malades et maltraités. Cette soirée dansante est la 4e manifestation depuis janvier et leur début dans le monde associatif. Un engagement motivé par le courage de leur petit-fils Hugo. Malgré l'ablation d'un rein, des métastases, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, il garde le sourire. En rémission, il va désormais à l'école. Joyeux 20e anniversaire. L'association Cité de la Forêt de Sarreguemines a été créée en 1998 par des habitants. La maison du quartier et Curtulus sont des totems. Comprenez des points de repère. Toutes les manifestations sont organisées ici. C'est d'ailleurs la seule structure pouvant accueillir du public. Les éducateurs de rue qui ont succédé à Curtulus ont eux aussi gagné la confiance des riverains et des jeunes. Mais le plus difficile reste à faire, combattre les a priori. Les préjugés sont encore trop nombreux. Certes, l'équipe de prévention spécialisée est sur le terrain, mais ici, les enfants, les adolescents et les adultes bouillonnent de vie.
La soirée d'anniversaire est à l'image du quartier, riche et diversifiée. Juste après la pub, on va s'intéresser au combat des travailleurs frontaliers avec notre invité Arsène Schmitt. Et bien sûr, on ira lire vos commentaires sur notre page Facebook au sujet de la mobilisation du 17 novembre. A tout de suite. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 23 au dimanche 25 novembre de midi à 18 h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Et Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein. On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Quelles sont les aides financières pour un propriétaire occupant qui souhaite améliorer le confort de son logement? Par exemple, pour isoler les murs de votre logement, changer une chaudière, vous pouvez bénéficier des aides de l'ANA, à condition de ne pas dépasser les plafonds de ressources. Si vous dépassez ces plafonds, vous pouvez toujours recourir au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cependant, ces aides et ces primes ne couvrent pas la totalité de vos dépenses. Pensez aussi aux aides fiscales. De plus, pour financer votre projet, notez qu'il existe un éco-prêt à taux zéro distribué par certaines banques. Surtout, pour répondre à toutes vos questions liées au financement de vos travaux, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. Rassurez-vous, j'étudierai avec vous toutes les aides financières et fiscales mobilisables avant de vous engager. Mes conseils sont neutres, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site EIE-grandest.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Alors Sandrine, sur les réseaux sociaux, on a voulu savoir si nos internautes avaient participé à la mobilisation de ce samedi. Et alors? Tout à fait. Alors on leur a demandé s'ils y avaient participé ou non. Et sur 490 votants, il y a quand même 66% d'entre eux qui ont répondu qu'ils ont préféré tout simplement rester chez eux. Alors ils nous expliquent pourquoi dans les commentaires. Jean-Luc nous écrit « Je suis resté chez moi car je travaille à la maison. Pour le reste, je soutiens le mouvement, mais il ne faut pas bloquer les personnes qui travaillent et ou qui doivent se déplacer.
et certains mouvements étant violents, là je suis contre. Jay nous dit, n'en déplaise à certains, moi je n'ai pas participé, je ne vois pas l'intérêt ni le bénéfice de bloquer des gens à un rond-point ou de les ralentir dans une opération escargot. Moi j'ai plus tendance à dire qu'il faut bloquer les banques, impôts et autres établissements de l'État. Là effectivement ça embêterait le gouvernement et j'y participerais volontiers. Et Barbara nous dit, je n'ai pas été bloquée car je suis sortie à pied le matin pour acheter mon pain, puis je suis restée cloîtrée chez moi. Je respecte la liberté d'expression, mais il faudrait aussi respecter la liberté de circulation d'autrui. Je ne vais pas rester chez moi tous les week-ends. Le samedi, c'est le jour où je peux m'occuper de ma grand-mère qui a 89 ans et qui habite à 35 km. Je vais la chercher, on va faire les courses et on mange en ville. Je refuse de continuer à la priver de sa sortie hebdomadaire, une des dernières joies dans sa vie. Elle a connu la guerre et mai 68, mais elle ne soutient pas du tout ces blocages. Et si vous pensez que je suis égoïste, disons que je ne suis pas meilleure que les autres. Les gilets jaunes ne sont pas si soudés que ça, c'est leur mécontentement qui les rassemble. Et si vous pensez que je suis égoïste que de dire de personnes qui réclament de payer moins cher pour consommer un carburant non renouvelable et qui disent penser à leurs enfants en brûlant des pneus, ayez une vision non nombriliste et à long terme. Et les personnes ayant participé au mouvement ont également réagi. René nous écrit mais bien sûr que j'ai participé, il ne suffit pas de rester à la maison et de râler sur tous les réseaux sociaux, il faut se mobiliser et faire bouger les choses. Malheureusement, beaucoup de monde n'a pas compris quelles sont nos revendications, mais j'espère que cela changera dans les prochains jours. Nous avons fait de la pédagogie et même de la sécurité en expliquant à certains qu'un gilet jaune était obligatoire dans la voiture. La majorité des gens au volant étaient sympathiques, mais il y avait également des gens dont les neurones ont dû rester bloqués au barrage précédent. Sinon, je tiens à remercier les habitants et commerçants du quartier de Neunkirch pour le café, croissants et autres friandises qui ont été distribuées. Ils ont compris que nous nous battions pour la même cause. Et pour finir, Christine nous dit « J'ai manifesté pour acter ma réponse et exprimer ma désapprobation par rapport à toutes les taxes ajoutées et augmentées. L'exécutif décide seul et gère le pays avec un mépris prononcé pour les gens de province et du peuple. » Très bien. Et dis donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ça. Oui. Merci beaucoup Sandrine pour son intervention. Il y a une autre voix qui s'est élevée ce week-end, celle des travailleurs frontaliers. Alors Arsène Schmitt, je rappelle que vous êtes le président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Hier, donc, comme on l'a dit, vous aviez votre assemblée générale. Quels sont les grands combats du moment ? Bon, hier, c'était la 41e Assemblée Générale, donc il fut de nouveau un franc succès. Donc les travailleurs et les retraités frontaliers ont dit avec force abrogation de toutes les discriminations qui frappent les travailleurs et les retraités frontaliers et ont dénoncé cette Union européenne capitaliste qui détruit toute nos conquêtes sociales. Donc les grandes revendications du moment, c'est bien entendu cette révision du règlement communautaire 883-2004. C'est ce règlement qui coordonne tous les systèmes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne. Et là, il y a un chapitre chômage dans ce règlement qui va bouleverser toute la donne des travailleurs frontaliers, car actuellement, les travailleurs frontaliers sont indemnisés. C'est la France qui gère le chômage. Et cette révision de ce règlement va dans le sens que c'est le pays d'emploi qui va à l'avenir gérer le financement, le versement des allocations de chômage. Et si ce règlement reste dans l'État, ça aura des conséquences plus que négatives pour les travailleurs frontaliers si c'est l'Allemagne qui sera gestionnaire de ces allocations. Mais aussi un versant retraite aussi. Comment vous aviez aussi un versant retraite. Vous parliez de la retraite. C'est aussi un sujet qui... Oui, donc au niveau du chômage, je ne peux plus les conséquences, bien entendu, ce sera bien entendu les non-déplacements pour s'inscrire. Donc ça peut aller jusqu'à Kaiserslautern, 300 km aller-retour. En cas de formation, reconversion professionnelle, pratiquement impossible vu la barrière de la langue. Il y a également, quand il y a la litige juridique, donc il faut saisir des tribunaux internationaux, le tribunal allemand qui va compliquer les choses, et surtout pour les anciens. Actuellement, un travailleur frontalier qui se fait licencier en Allemagne, qui a 59 ans, il va toucher le chômage pendant 3 ans. Donc après 62 ans, il aura un maintien des droits jusqu'à l'obtention de la retraite allemande. Si c'est maintenant l'Allemagne qui va être compétente, c'est-à-dire que cette personne de 59 ans, il va toucher 2 ans de chômage, et après de 61 à 62, rien. Et après de 62, il pourrait éventuellement toucher sa petite retraite française si la période française était courte. Et après de 62 jusqu'à 65, voire 66, voire 67, rien, sans ressources. Donc c'est inadmissible que cette situation, donc on était plusieurs fois voir la Commission européenne, mais ces gens-là sont totalement coupés des réalités. Donc ils disent, bon, s'il y a un problème, c'est au pays de résidence de reprendre le flambeau, pour ainsi dire.
Très bien. Là, vous nous avez donné des exemples assez concrets. Votre dernière manifestation en date, c'était le 6 octobre dernier. Est-ce que depuis, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a ouvert les débats, les discussions? Pour le moment, donc, nous étions encore la semaine dernière au ministère des Affaires sociales à Bonn. Donc, on a à nouveau discuté de la problématique. Bon, les Allemands sont totalement contre ce système, bien entendu. Le Luxembourg également. Il y a plusieurs pays qui sont contre. Mais donc, nous n'arrêtons pas d'alerter les autorités nationales, internationales, européennes sur cette question, quoi. Et alors, dernière mauvaise nouvelle en date, il y a la délocalisation de l'entreprise Saint-Gobain qui va normalement aller à Pont-à-Mousson. D'après vous, ça va être quoi les conséquences? J'attends encore des informations à ce sujet. Bon, c'est bien entendu, là, on jette de nouveau les travailleurs comme des vulgaires Kleenex, quoi. Ça, c'est le système capitaliste, donc le moins-disant social, donc pour gaver les actionnaires, donc voilà. C'est quels emplois? Combien d'emplois? Bon, il y a, paraît-il, 170 emplois qui vont être concernés, donc on ne sait pas le nombre de frontaliers. Actuellement, je crois qu'il y a 80-90 travailleurs frontaliers qui travaillent à Saint-Gobain. On ne connaît pas, je ne sais encore rien. J'ai encore discuté vendredi avec le président du comité d'entreprise, il a dit qu'il est aussi également dans l'explicative. D'accord, très bien. Il y a quand même des points positifs, on peut le dire. Il y a eu des avancées quand même depuis la création de votre comité. Oui, bien entendu. Ça fait depuis 40 ans que nous nous battons, quoi. On a commencé à 8, donc aujourd'hui nous sommes près de 12 000 adhérents, quoi. Donc des grandes revendications désatisfaites, la réintégration dans le régime local, l'indemnisation du chômage en fonction du salarié et non plus du salaire de référence, l'abrogation de la CSG et CRDS sur les salaires. Donc ça fait aujourd'hui un travailleur frontalier qui réfléchit à peine, ça fait 8% de plus sur sa fiche de paye aujourd'hui, grâce à l'action du comité des frontaliers. Donc il y a encore d'autres combats en perspective. Voilà, on comprend en tout cas oui, qu'il y a beaucoup à faire. Pourtant, il y a quand même de plus en plus de travailleurs frontaliers. C'est donc qu'il y a encore des avantages à venir travailler en Allemagne. Tout n'est pas noir finalement. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a jamais eu d'avantage d'aller travailler en Allemagne. Bien entendu, dans les grosses sociétés donc, où c'est bien structuré, il y a un syndicat, un comité d'entreprise, donc les salaires étaient supérieurs, mais il y a des milliers et des milliers de travailleurs dans les petites boîtes, dans le textile, à l'époque, dans les années 80, qui ne gagnaient même pas le SMIC français, quoi. Mais alors pourquoi, d'après vous, les gens continuent à venir? Les gens sont partis travailler en Allemagne, au Luxembourg, du fait qu'on a détruit toutes nos bases industrielles en France, quoi. Charbon, sidérurgie, textile, etc. Donc ils n'avaient pas le choix. Heureusement qu'il y avait la frontière. Très bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes 12 000 adhérents pour 21 000 travailleurs frontaliers en Sarre et Palatinat. De manière générale, votre comité, donc vous avez expliqué quelques petites avancées, mais votre comité, il a quel objectif? Il vient aider les travailleurs? L'objectif, bien entendu, nous défendons les travailleurs frontaliers depuis 40 ans. Donc, comme j'ai dit, le contentieux frontalier a évolué dans le bon sens grâce à nos actions, bien sûr. Donc, les travailleurs viennent dans nos permanences que nous tenons de Bitche jusqu'à Bouzonville. Donc, nous traitons tous les dossiers avec nos spécialistes en droit du travail. Donc, nous allons devant les tribunaux, nous allons devant la Cour de justice européenne. Donc, on n'arrête pas, quoi. Donc, c'est un combat permanent. Donc, nous sommes des bénévoles. Nous avons 2 secrétaires, une juriste et une secrétaire qui sortent au bureau. Le bureau est ouvert tous les jours et nous tenons des permanences à Sarreguemines 2 fois par semaine. Mais bien sûr, c'est un boulot permanent. Et vous cherchez des nouveaux adhérents alors Bien entendu, nous fixons un objectif de 15 000, 16 000. Donc nous disons toujours que nos adhérents sont les meilleurs ambassadeurs de l'organisation. Donc il y a les jeunes qui doivent venir. Hein, donc surtout pour renouveler le comité directeur. Donc il y a tout le comité directeur, il y a une moyenne d'âge de 55-56 ans. Donc il faut absolument des jeunes. Très bien, le message est passé. Très bien, merci beaucoup Arsène Schmitt pour votre intervention. Alors Sandrine, le lundi, on fouille dans les archives, ça devient le rendez-vous de tous les lundis. Aujourd'hui, on revient sur un décret qui a fait polémique il y a plus de 10 ans. C'est ça, alors on retourne en novembre 2006 au moment de l'annonce du décret interdisant de fumer dans les lieux publics. Alors Mosaïque avait réalisé tout un dossier pour interroger des cafetiers, des buralistes, mais aussi les clients. Et dans les images, on peut voir des fumeurs dans les bars ou dans les restaurants, chose qui est absolument impossible aujourd'hui, évidemment. Regardez. La petite cigarette du matin vit donc ces derniers mois. En février 2008, 2 possibilités pour les fumeurs, fumer dehors ou aller dans un fumoir, une pièce totalement hermétique que les cafetiers devront aménager à leurs frais. Je ne viendrai plus ici alors. Je suis désolée, je fumerai à la maison mes cigarettes. Que quelque part c'est pas plus mal pour les non-fumeurs, mais que pour les fumeurs, sûrement les cafés vont perdre beaucoup de clients au départ. Et puis après, on s'y fera, on n'a pas le choix. Et le 1er février 2007, le décret a été appliqué dans les entreprises, les écoles, les centres commerciaux ou encore les hôpitaux. Et le 1er janvier 2008, l'interdiction a été étendue aux bars, restaurants et hôtels.
Très bien, merci beaucoup Sandrine pour ta petite chronique. Allez, on va maintenant s'intéresser à une entreprise, si vous le voulez bien. En 1986, les frères Bourrait de Schweyen décident de réaliser leur propre projet professionnel. Baptisé CMS Automatisme, l'entreprise s'oriente vers la fabrication de machines spéciales destinées à l'industrie. Elles ont la particularité d'être automatisées, voire même robotisées. Aujourd'hui, CMS Automatisme attire aussi bien des clients d'Allemagne proche que du Mexique ou encore des États-Unis. Dans Ma petite entreprise, Gabriel Bourrait nous montre les coulisses de son établissement. C'est dans le village frontalier de Schweyen, au pays de Bitche, que s'est installée l'entreprise CMS Automatisme. 3 lettres, CMS, pour conception de machines spéciales dont la particularité est d'être entièrement automatisées. Cette histoire est d'abord celle de 2 frères, Xavier et Gabriel Bourrait. CMS a été créé en 1986 par mon frère et moi dans un petit atelier qui était situé au centre du village. Donc les 3 premières années, mon frère a travaillé seul et moi qui travaillais sur Metz dans une grande entreprise, j'ai pris la décision de revenir sur le secteur. Il y a 20 ans, on a déménagé sur la zone industrielle ici, donc on a construit le premier bâtiment. Il y a 4 ans, on a fait une deuxième extension pour agrandir le hall de montage. Et il y a 2 ans, on a refait une extension de 1200 mètres carrés pour arriver maintenant à 3600 mètres carrés d'atelier. Aujourd'hui, l'entreprise compte 92 salariés. Orientée vers l'industrie et plus précisément l'industrie automobile, l'activité de CMS Automatisme est définie selon 3 grands axes: l'automatisme et la robotique, la mécanique générale et l'usinage, et les produits clés en main. Le premier axe est celui de la fabrication de machines sur mesure, automatisées et robotisées selon les besoins du client. Pour la mécanique générale, l'entreprise devient sous-traitante et propose d'usiner des pièces unitaires en petite ou moyenne série. Et pour le dernier pan de son activité, CMS Automatisme vend des produits standardisés à intégrer dans les machines spéciales, ces pièces étant utilisées par l'entreprise elle-même. Pour concevoir une machine spéciale, un protocole précis a été mis en place. À partir du cahier des charges, on établit un devis. Si le devis aboutit, on commence par faire une étude mécanique, suivie en parallèle de la partie automatisme, parce que tous les équipements sont soit robotisés ou fortement automatisés. Une fois que ces études-là sont faites et validées par le client, on lance la production, donc on fabrique nos propres pièces, puis le montage, l'assemblage, les essais, la programmation et pour finir avec la livraison sur le site. Chevauchant de nombreux domaines d'activité, l'entreprise s'est dotée de profils variés: ingénieurs, techniciens supérieurs, automaticiens, monteurs ou encore câbleurs. Il y a beaucoup de corps de métier qui sont représentés, donc ça va de la mécanique, la partie électrique, la partie automatisme. En mécanique, on est équipé de stations de CAO, maintenant tout se fait en station 3D. Pour la partie fabrication, ce sont des machines assez sophistiquées qui sont des fraiseuses, des électro-érosions, des centres d'usinage. Et pour la partie programmation, là on utilise les programmes qui sont sur le marché pour programmer des robots. On a également un nombre important de monteurs, de câbleurs qui assurent le montage des différentes machines. CMS Automatisme sait se démarquer dans différents domaines comme celui de la plasturgie et d'autant plus dans son secteur de prédilection, l'automobile. On a actuellement à l'atelier par exemple une machine pour du surmoulage de pare-soleil. On va poinçonner en fait une petite partie pour que le pare-soleil soit amovible et donc après on va en fait surmouler une petite partie en plastique dans le coin pour que le pare-soleil puisse tenir en fait dans la voiture. On a également une machine en fait qui fabrique des LED d'ambiance pour la voiture. La partie en plastique va rentrer dans la machine, va être divisée. On va insérer ensuite un petit circuit électrique, vérifier si la LED fonctionne bien, avec un petit marquage encore dessus. Presque toutes les machines réalisées sont des prototypes. Elles représentent à chaque fois un défi pour l'entreprise. Chaque machine est quasiment unique. On a rarement des reconductions de machines et quand il y a effectivement une reconduction de machine, il y a toujours une petite différence qui fait que ça devient à nouveau une machine unique. Pour passer au niveau supérieur, CMS Automatisme souhaite concevoir ces machines via une nouvelle approche, celle de l'industrie 4.0 portée par la région Grand Est. On va regarder pour nos machines ce qui pourrait être intéressant de faire remonter comme information vers l'opérateur ou vers le personnel de maintenance. Donc ça va être des informations de production, mais également des informations de panne et de pouvoir prévoir en fait toutes les étapes de maintenance à l'avance pour que la machine soit le moins possible arrêtée.
CMS Automatisme exporte un tiers de sa production en Allemagne et attire des clients d'Europe de l'Est, du Mexique ou encore des États-Unis. Inscrite dans le paysage local, l'entreprise met en avant son savoir-faire et sa maîtrise au service d'un idéal qui fait d'elle un modèle d'avenir. C'est la fin de notre émission. Arsène Schmitt, Sandrine, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. On se quitte avec un long format sportif. Le SFC s'est bien battu face au leader de Ligue 2, le FC Metz, mais s'est tout de même incliné lors des tirs au but. Retour en image sur le match en lui-même, l'ambiance et les coulisses. Belle fin de programme, passez une belle journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. On se prépare pour le match? Oui, comme vous pouvez le voir, échauffement avant le match. On se détend les muscles, c'est ça? Oui, on va dire un petit massage pour les préparer et chauffer correctement les muscles. Ouais. On se sent comme un match normal. Voilà, il n'y a pas plus de pression que ça. Après, il y aurait un peu plus de monde, mais non, on aborde le match sereinement. On est assez serein pour le moment. Objectif 0 but encaissé? Oui, comme tous les matchs, hein, objectif 0 but encaissé. Après, l'objectif collectif, c'est bien évidemment la victoire, mais ouais, si on ne prend pas de but, forcément, on ne perdra pas le match en tout cas. Le SFC habitué des Ligue 2, maintenant comment on se prépare pour un 7e match contre une Ligue 2? Comme les 6 premiers, sereinement, on a bien travaillé cette semaine, on a bien préparé ce match-là. On a préparé aussi bien les joueurs sur le plan mental que tactique. Donc maintenant, voilà, après, ma causerie a été faite. Donc pour moi, le plus gros du boulot est terminé. Maintenant, c'est les agrégateurs qui entrent dans l'arène. Maintenant, moi, mon boulot, c'est de les accompagner. Là, je peaufine encore mes derniers posters et puis voilà, on y va. Ah, j'ai pas de pronostic, jamais de pronostic. Francis, tu devrais le savoir maintenant. Non. Et est-ce que le fait d'avoir gagné le dernier match de championnat, ça vous met en confiance? Ah, forcément, oui, on attendait depuis longtemps cette victoire-là, donc forcément qu'elle nous met en confiance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va gagner forcément ce match-là. C'est pas la même adversité, c'est pas le même contexte, c'est pas la même compétition. Donc voilà, donc maintenant on est serein, les joueurs sont prêts et on va tranquillement jouer ce match-là. C'est quoi la phrase essentielle que tu as dit aux joueurs aujourd'hui ou que tu vas leur dire là avant de monter sur le terrain? Ne soyez pas spectateurs, mais vraiment acteurs et prenez l'initiative. Voilà ce que je leur ai dit. Et on est dans quelle ambiance avant un match comme ça? Déjà on est un bon groupe, on est une belle famille, donc on rigole beaucoup entre nous, voilà, on se charrie, mais voilà, on se soutient avant tout et on reste concentré. Dès que le coach aura donné les consignes, on va rester concentré jusqu'au bout. Et on ressent ça sur le terrain? On ressent ça sur le terrain, bien sûr. Il faut qu'on soit solidaire, collectif, faut qu'on se soutienne les uns des autres et vous allez le voir sur le terrain. Je pense que ce soir on va le montrer, enfin cet après-midi on va le montrer. Le bus du FC Metz est en train d'arriver sur le stade. Alors, on va devoir se pousser parce qu'il va arriver en marche arrière. Nous, on va un petit peu se tourner du côté des spectateurs. Vous êtes un petit peu aux premières loges là pour accueillir les Grenats. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette équipe? C'est une bonne équipe de Ligue 2. J'espère qu'elle va se retrouver en Ligue 1 l'année prochaine. Et puis, j'espère que le SFC va faire un bon match contre eux. Et on est tout cœur avec eux, avec le SFC. Et voilà, c'est un bon derby. Comment vous sentez ce match? I don't speak French. Alors il y en a qui parlent pas français, il y en a qui n'ont même pas forcément ni envie ni peut-être le droit de nous répondre. Mais en tout cas on espère qu'ils sont en forme aujourd'hui pour affronter le petit poussé du championnat. Président, à 2 heures d'un match comme celui-ci, comment on se sent? Comme les 6 autres Ligue 2, il y en a, j'étais à l'autre bout du monde, mais bon là, quand on est présent, ça monte. Là, je sais pas combien, je suis encore à 80, ça va. Du stress positif? Toujours, je te dis, faut que le stress soit positif, sinon ça se transforme en angoisse et là, c'est la fin des haricots. Bon on espère qu'ils vont gagner alors. Comme j'ai dit dans la presse, j'ai rêvé qu'on gagnait à 0, que c'est moi qui marquais le but. Donc, mais le coach il dit que. Le coach dit que je suis trop gros et trop vieux. Mais non. Ne faites pas n'importe quoi. On aime jouer bas. Ils aiment la possession. Parfait les gars, parfait. Ne commencez pas à vouloir faire comme vous avez envie parce qu'il y a le copain qui est dans la tribune. Non, s'il vous plaît, restez bien en place. Sérieux, rigoureux. On vous dit de sortir, sortez. Sinon ne sortez pas. Hassan Saïdou, ça part de vous. Je vous le dis les gars. C'est vous deux qui donnez
le match aujourd'hui. Il y en a qu'il faut qui tapent dedans l'échauffement, il y en a qu'il faut qu'ils soient un peu plus calmes, il y en a qu'il faut qu'ils rigolent, il y en a qui écoutent la musique, il y en a qui ne parlent pas. Moi, je n'use pas beaucoup de batterie à l'échauffement, je suis plutôt un peu discuté dans le vestiaire. Donc voilà, c'est ma façon à moi d'être hyper concentré au début du match. On voit que les joueurs sont surmotivés pour cette rencontre. On voit que les gardiens aussi derrière moi sont pleins à craquer, les pourtours de terrain sont pleins à craquer. Il y a de la musique, il y a une ambiance de folie, c'est la fête aujourd'hui à Sarreguemines. Les supporters sont dans les gradins tout autour du terrain. Alors dites-moi un petit peu comment on sent avant ce grand match du SFC contre le FC Metz. C'est très bien, c'est super. Regardez les gens, il y a du soleil, tout est parfait. On a les gilets jaunes, il y a tout. Il n'y a rien qui manque. Donc espérons de voir un bon match. Et vous soutenez qui? En principe l'arbitre. Mais non, Sarreguemines évidemment. Sarreguemines, oui. Les Sarregueminois, on entend le club du FCMS. Attention, ouais, c'est bien. Allez. Bien ressorti. Allez, on ressort. Allez, Hassan. Oui, il va être précieux aujourd'hui. Hassan Mbarki. Oh là là, quelle petite belle faute. Voilà, il faut s'enflammer là. Et voilà, c'est qui? Allez, on gâte pas. Premier carton jaune pour le FCMS. Il n'est pas dit Redjon qui est bien. Oh là là, attention, il a donné un super ballon en fin Alors Monsieur Roth, on n'a pas l'habitude de vous voir sur les terrains de foot, alors c'est un jour de fête aujourd'hui. Ah ben oui, c'est un match exceptionnel, il ne fallait pas le rater. Hein, et bon, il se débrouille bien pour l'instant, donc faut être optimiste et puis bon, avec un peu de chance, on y arrivera. Vous êtes pour Sarreguemines, on espère, hein? Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, mais ils y arriveront. Alors je vois que vous avez une écharpe du FC Metz, vous êtes quand même pour Sarreguemines, rassurez-moi. Je suis pour Sarreguemines et pour Metz. J'habite sur Sarreguemines depuis ma plus petite enfance. Je vais voir les matchs de foot à Metz. Et voilà, donc je supporte les deux équipes. Voilà. C'est le tableau rêvé pour vous aujourd'hui alors? Non, j'aurais préféré que Sarreguemines contre une autre équipe et que je sois 100% supporter de Sarreguemines. Voilà. Alors dis-moi, tu soutiens quelle équipe aujourd'hui? Sarreguemines. Et quels sont vos joueurs préférés sur le terrain? Mbarki et Hermès Bayou. Tu les connais tous en fait? Ça dépend lesquels. Est-ce que c'est ta passion le foot? Oui. Attention, le contrôle de Hein, là, il est dans la surface, il se balade. Non, non, penalty, non. Jamais penalty. Non, pas là-dessus. Oh, ils se sont fait avoir comme des ânes. Ah, il a cherché la faute. Il a cherché la faute, hein, Gauthier. Dès qu'il a eu le ballon, il a cherché le penalty. Il n'a même pas cherché à aller au but, il a cherché le penalty. On est côté schiste, Guimkapa qui attend, qui applaudit le joueur, qui essaie de l'intox, mais ça siffle côté Sarregueminois, ils ont raison. C'est parti. Et c'est ouverture à droite pour le FCMS. Ah, je suis déçu. À la 45e minute. Après, celui-là, ça m'énerve. Voilà. Ouverture du score pour le FCMS. 45e minute. Attention, après, on le voyait. On les voyait tous les deux. Et là, avec ce but-là, ils vont peut-être le payer cher. 1-0 n'est pas fini. Allez, attention, Boulaya qui va faire en 30. Oh là là, heureusement Guillaume s'est détendu encore une fois comme un chat. Et elle allait au premier poteau, allez, c'est bon. Ça y est, ils vont pouvoir souffler, mais dommage, on aurait tellement espéré qu'il rentre au vestiaire avec un 0. Mi-temps, voilà. Mi-temps, 1-0. Voilà. 1-0 pour Metz. Voilà. Pas plus. But à la 45e minute. 45e minute sur penalty de Gauthier Hein, le meilleur joueur côté Messin pour moi. Et un vrai danger. C'est Coad. Le grand maître d'œuvre du FCMS, c'est bien Coad. Tous les ballons, 90% des ballons passent par lui. Il a fait mal. Il fait très mal par sa petite technique. Et puis là, du côté Sarregueminois, ils ont fait des bonnes phases, mais c'est pas assez. Yannick. Il ne faut pas la louper.
SFC vient d'égaliser face au FC Metz, un but partout. Comment on est dans les tribunes? Dans les tribunes déjà. Très content du résultat. Et puis entre Sarreguemines et Metz, je ne vois pas beaucoup de différence. Alors là on se sent un petit peu stressé parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et après je n'ai pas vu le penalty parce que normalement Mosaïque filme, mais de l'autre côté là on n'a pas reçu les images, donc on ne sait pas trop, ça c'est sa réunion. Ouais. Non, on se sent plutôt stressé à cette heure du match, vraiment. On va gagner, on va gagner. Voilà. Mais vous allez gagner. Ouais. Je pense qu'ils vont gagner. On le sent vachement bien sur la fin. Ouais. Encore un changement je pense entre Douada et ça se termine en 90 minutes. Écoutez bien, pas mal, hein. Content de un partout, c'est bien. Vive Sarreguemines, encore un but et c'est bon. Vous pensez qu'ils peuvent refaire cet exploit de gagner le match? Mais bien sûr, on y croit, bien sûr. On est très content qu'on a augmenté, qu'on a marqué le but et on aimerait que ça continue comme ça, encore un petit dernier but avant la fin. Et du côté des coulisses, est-ce que là on arrive à suivre aussi le match où la foule prend le dessus? C'est difficile de suivre, surtout quand il y a des rushs, à la mi-temps notamment. Mais voilà, on suit les cris des supporters, c'est tout. Voilà. Et pour l'instant, vous êtes content de voir qu'il y a un but partout, que le SFC a réussi à remonter? Très content de voir que le SFC est revenu au score. Et du coup, ça nous permet de vendre encore davantage de saucisses. On en remet dessus, donc c'est reparti pour les prolongations, on espère. Alors, qu'est-ce qu'on pense du match, les jeunes? Franchement ça joue bien, ils sont bien en place et pour le premier but de Metz, tout le monde était dégoûté et là ils viennent d'égaliser, du coup on est en forme, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut avant la fin du match? La victoire et des buts et voilà. Pour l'instant un but partout, là les supporters sont dans le même stress qu'au départ, qu'est-ce qu'on attend des joueurs? Écoutez, moi je dis tout simplement chapeau pour Sarreguemines. Bon, moi je suis un grand supporter du FC Metz, mais bon, moi je dis allez Sarreguemines et je pense qu'ils vont le faire. Voilà, allez Sarreguemines. Merci. Allez Guerreiro. Non. Si. Ah dommage. Ah non, il a tenté une frappe de 50 mètres de terrain. Il a essayé de lober le gardien qui est avancé. Très bien vu. Malheureusement il manque un peu de force. Parce qu'en fait, attention à la dernière. Fadi, dégage là. Voilà. Oh là là, il reste tellement, il peut siffler, c'est fini. Non, moi j'ai pas de connaissance de l'ancienne, il me semble. Là, à la mode islandaise qui s'est fait voilà, le clapping. Voilà. Et c'est parti pour un super clapping. Voilà. Enfin, un truc, ça bouge. Là, il ne faut pas qu'ils s'emballent non plus. Spectateurs au bout d'un... Attention, ça va jouer dans les têtes. Voilà, et il y a des gens qui filment. Et là, il y a des joueurs qui... Voilà, les gens du FC Metz qui sont en train de filmer le clapping organisé par le SFC. Magnifique. Il faut le faire tout le match, là. Il ne faut pas qu'on se prête par la main, là. C'est de l'aide. Attention, la balle pour Hein, c'est de danger. Oh là là, il a tenté une rombelciata, comme on dit en italien. Ouais, oh là là, il a retourné. C'est parti. Et c'est frappé sur la gauche de Guillaume. Tu avais raison. Voilà. C'était très bien tiré. Très bien tiré. Donc c'est Jordan pour le Sarreguemines Football Club qui fait le premier tir. Et c'est arrêté. Et c'est arrêté. Ah, c'est terrible. Voilà. Ça va être dur pour Guillaume. Allez Guillaume, à toi de la sortir. Il était bien parti du bon côté. Ouais, bon côté. Il est parti du bon côté, mais il était à ras du poteau, enroulé. Donc deuxième tireur de Sarreguemines. Il me fait peur. Il prend pas beaucoup d'élan. Et c'est dedans. Ça a été touché par le gardien, il est costaud. Elle était en pleine lucarne, il a été la chercher, il l'a touché, elle est rentrée quand même. C'est but au cas où. Allez, c'est parti. Et c'est encore dedans, et c'est côté droit. Là pour l'instant, Guillaume il ne sort pas un gros match de pédo. Ils sont tranquilles, ils sont dans leur fauteuil, là, il les tire tous bien. Il recule. Il va jouer sur la côté, c'est parti. Du gardien. C'est la barre. Oh là là, malheureusement. Les yeux pour changer. Allez Guillaume, allez, je vais faire les yeux. Elle est dedans. Et c'est dedans, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est terrible. C'est fini. Malheureusement, voilà. Élimination voilà. Élimination penalty. Voilà, sur penalty. 4 buts à 1. C'est la tête haute. Et voilà. Ah là, c'est dur. C'est dur. La Coupe de France. Sébastien, il peut pester. Mais bon, tu as des joueurs. Qui ne sont pas faits pour les pénaltys, malheureusement. Voilà, c'est un autre match. De cette rencontre. Là, je vous l'ai dit, on est éliminé. On n'a pas perdu. Même contre le leader. Leader de Ligue 2, on n'a pas perdu.
Comment on se sent après un match comme ça? Forcément déçu, on a joué contre une équipe de Metz, une équipe de Ligue 2, on n'a pas perdu, donc il y a de la frustration, surtout que c'est au pénalty. Après voilà, on est fiers de nous, Ouais, y a pas de mots, Moi je vous le dis les gars, on peut se regarder dans une glace demain, on a tout donné, hein. On a fait tout ce qu'il fallait. Après il y a la réussite, c'est tout. Hein. Non les gars, il faut transformer l'essai en championnat les gars, on s'arrête plus. Hein. On est invaincus depuis 6 semaines, 7 semaines les gars. Dans le match, quand on perd au penalty, on n'a pas perdu le match, on se fait éliminer, c'est différent, il y a une nuance. Alors ça ne va pas me qualifier de temps, hein, mais c'est vrai que je veux qu'on retienne le fait que sur 120 minutes, on n'a pas été perdant et que on reste sur 7 semaines consécutives sans défaite, donc c'est pas anodin. Mais moi aujourd'hui, je joue au foot pour gagner les matchs et pour me qualifier, et là ce soir il me manque la qualification, quoi, donc c'est dur. Fier de vos joueurs quand même, vous avez oui, je suis fier d'eux, je leur ai dit, hein, ils n'ont rien à regretter. Après les tirs au but c'est toujours une loterie, voilà, ils sont tant mieux pour eux, ils avaient plus d'adresse, on a manqué nous justement peut-être par pression, par peur, je sais pas. Mais dans le jeu, je trouve qu'on a fait, je dis pas qu'on a rivalisé parce qu'ils avaient quand même une belle maîtrise du ballon, mais je pense qu'on leur a posé des problèmes sur le plan défensif. C'est ce que je voulais, on avait beaucoup travaillé pour ça. On n'avait pas montré un beau visage en première, on a montré un super visage en deuxième. Après, fallait tenir pour les tirs au but, après c'est la loterie. C'est le foot. Une prochaine. C'est sûr que quand on marque, on a l'impression d'avoir fait le plus dur, mais dans ces matchs-là, on sait toujours que le petit poussé veut toujours pousser. Et sur une demi-action, ils peuvent marquer, et ils l'ont fait. Donc voilà, ils ont tout donné, c'est bravo à eux. C'était très compliqué pour nous, mais bon voilà, il était pour les deux équipes. On a essayé de mettre notre jeu en place. Malheureusement, on n'a pas réussi dans les 30 derniers mètres à avoir cette petite accélération qui fait qu'on aurait pu avoir des occasions. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, le plus important, c'est d'être passé. Et voilà, ce soir, on pousse un grand ouf, et puis demain, on n'en parlera plus.